Alors, bonjour à tous. Bon, j'espère que ça va marcher sans trop d'accros parce que on a eu quelques petits problèmes là. Alors, du coup, je vais vous présenter, un accident nucléaire qui s'est déroulé, en 1979 sur la centrale nucléaire de Three Mile Island, aux États-Unis. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter quelques éléments de contexte et le fonctionnement, d'un réacteur à eau pressurisée. Ensuite, je vous présenterai, les défaillances qui ont mené à l'accident, puis après les conséquences et le retour d'expérience qu'on en a tiré et puis pour terminer, je ferai une comparaison avec les accidents de Tchernobyl et Fukushima qui sont, un peu plus connus que celui de Three Mile Island. Alors, tout d'abord, au point de vue du contexte, donc, la centrale, elle est localisée, aux États-Unis, en Pennsylvanie, à environ 200 kilomètres de New York. Donc elle était composée de 2 réacteurs à eau pressurisée, un de 800 mégawatts et un de 900 mégawatts. Le premier réacteur a été mis en service, le 2 septembre 1974 et le second a été mis en service le 30 décembre 1978 et du coup, le 28 mars 1979, c'est l'accident qui s'est déroulé sur le réacteur numéro 2. Donc, suite à ça, ben, le réacteur, il a cessé de fonctionner, définitivement. Par contre, le premier réacteur a continué à fonctionner jusqu'en 2019 et donc le 20 septembre 2019, c'est, l'arrêt définitif de la centrale avec la fin de l'exploitation du premier réacteur. Alors, comment fonctionne un réacteur à eau pressurisée? Donc, il faut savoir que c'est le même type de réacteur qu'on retrouve en France, sur notre parc nucléaire français. Alors, il est composé de trois circuits indépendants. Donc, tout d'abord, on a le circuit primaire. C'est dans ce circuit, qu'a lieu la réaction de fission qui permet de créer de la chaleur. Dans ce circuit, on a de l'eau qui circule, à l'état liquide. Donc dans la cuve, l'eau est chauffée, elle est maintenue sous pression grâce au pressuriseur et elle est en circulation grâce à la pompe primaire. Dans le générateur de vapeur, en fait, c'est un échangeur, thermique qui permet de transférer la chaleur du circuit primaire dans le circuit secondaire pour créer de la vapeur, qui va alimenter un groupe, turbo-alternateur et ça permet de créer de l'électricité. Ensuite, pour refroidir, le circuit secondaire, on a le circuit de refroidissement. Donc là, sur le schéma, on peut voir qu'il y a un aéro-réfrigérant. Donc ça, c'est les grandes tours, qu'on voit qui sont un peu, l'élément le plus connu de la centrale. Mais il faut savoir qu'elles ne sont pas présentes sur toutes les centrales. En fait, elles sont présentes, seulement quand la source froide, donc qui, sur le schéma, c'est un fleuve, ne permet pas de refroidir suffisamment le circuit secondaire. Qu'en fait, la tour réfrigérante, elle crée un courant d'air qui permet d'améliorer le refroidissement. Et donc voilà, donc le circuit de refroidissement refroidit le circuit secondaire et le circuit secondaire refroidit le circuit primaire. Le cœur du réacteur, il est composé, de crayons combustibles, donc c'est dans les crayons combustibles qu'on retrouve l'uranium. Avec, 264 crayons combustibles, on crée un assemblage combustible qui est composé aussi des grappes de commande. Donc les grappes de commande, ça permet de contrôler la réaction de fission. Parce qu'en fait, elles sont composées de bore et le bore, c'est un élément, chimique qui a la capacité d'absorber des neutrons. Donc en absorbant les neutrons, il empêche la réaction de se produire et avec 157 assemblages combustibles, on crée un cœur de réacteur, de centrale REP. Donc voilà, qui permet de chauffer, l'eau du circuit primaire à 300°. L'eau est maintenue à 155 bars pour rester liquide et on a un débit, de 21 250 m3 par heure. Au niveau des autres équipements, du circuit primaire, on a alors le pressuriseur qui permet, comme je l'ai dit, de maintenir la pression. Il est composé, d'une phase vapeur et d'une phase liquide et en fait, il agit comme un vase d'expansion. Ça veut dire que les chaufferettes, vont chauffer, plus ou moins l'eau pour, diluer ou pas diluer, pour régler la pression, en fait et au-dessus du pressuriseur, il y a une soupape qui est, calibrée pour se déclencher pour éviter des surpressions. Comme ça, si la pression, elle augmente, elle est trop élevée dans le circuit primaire, la soupape s'ouvre, elle libère un peu de pression et ensuite elle se referme, voilà, pour éviter, d'abîmer les équipements. Le générateur de vapeur, c'est ce qui permet du coup de créer de la vapeur dans le circuit secondaire, c'est un échangeur thermique. Donc on voit que, sur le schéma, l'eau, rentre,
d'un côté et ressort de l'autre et du il y a un échange de calories, en fait, entre, l'eau du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire. Et enfin, on a aussi le groupe motopompe primaire. Donc ça, c'est la pompe qui permet de faire circuler l'eau dans le circuit primaire. Donc voilà, c'est composé d'un moteur qui, transmet sa vitesse de rotation à un arbre et qui fait tourner une roue qui entraîne l'eau du circuit primaire, en fait. Le REP de Three Mile Island, sur le principe, il fonctionne exactement de la même manière, mais il a juste quelques différences parce que voilà, il a été conçu par, une autre entreprise, qui est Babcock et Wilcox, alors que ceux qu'on a en France, donc ceux que je viens de vous présenter, qui sont les plus répandus, ont été conçus par Westinghouse. Donc la différence principale, c'est, sur les générateurs de vapeur, en fait, ils ont juste une forme différente, mais sur le principe, ça fonctionne exactement de la même manière. Alors maintenant, je vais vous présenter la première défaillance, qui a qui a mené au début de l'accident. Donc c'était dû à une erreur humaine dans l'application d'une procédure. Alors, tout d'abord, ça a commencé à 4 heures du matin par un incident d'exploitation, qui est normalement assez, facilement maîtrisable. C'est, la pompe du circuit secondaire qui est tombée en panne. Du coup, les générateurs de vapeur, ils étaient plus alimentés en eau et du coup, bah, la source froide du circuit primaire a été coupée. Donc dans ce cas-là, il y a les systèmes de sécurité qui sont déclenchés. Donc tout d'abord, la pompe de secours s'est mise en marche pour alimenter les générateurs de vapeur et les grappes de contrôle sont aussi tombées dans le cœur du réacteur pour stopper la réaction. Sauf que problème, les opérateurs ont oublié d'ouvrir une vanne qui était entre, la pompe de secours et le générateur de vapeur. Normalement, elle est censée être tout le temps ouverte, mais elle avait été fermée pour faire des essais hydrauliques et voilà, ils ont oublié de la réouvrir. Du coup, ils s'en sont rendus compte, 8 minutes plus tard. Donc pendant tout ce temps, bah, le circuit primaire n'a pas pu être refroidi et donc pendant ce laps de temps, ben, la chaleur dans le circuit primaire a fait augmenter la pression et parce qu'en fait, plus on chauffe un fluide, plus il se dilue. Donc c'est un peu comme le principe d'un thermomètre, plus il fait chaud, plus le fluide dans le thermomètre, monte et ben, là, c'est un peu pareil, bah, c'est même pareil sur le principe et comme, ben, le circuit primaire était rempli d'eau et ben, ça fait une surpression. Donc la soupape au-dessus du pressuriseur s'est ouverte pour libérer la pression. Donc ça, c'est la première défaillance. Ensuite, ça a ensuite mené à une seconde défaillance, donc double défaillance. Donc alors là, on part de la situation initiale, donc c'est la fin de la situation précédente avec la soupape du pressuriseur qui est ouverte et les générateurs de vapeur alimentés, par l'alimentation de secours. Donc sauf que une fois que la pression est redescendue, avec le refroidissement, la soupape, au-dessus du pressuriseur aurait dû se refermer. Elle a reçu l'ordre de la part des opérateurs de se refermer, mais elle est restée, bloquée en position ouverte. Donc, c'est un défaut du matériel, en fait et le problème, c'est que ça a créé une brèche dans le circuit primaire puisque, bah, il y a eu une ouverture dedans et sauf que les opérateurs, ils étaient pas au courant de ça puisque dans leur salle de commande, elle était marquée comme fermée puisque en fait l'indicateur il représente l'ordre reçu par la vanne et pas sa position réelle et du coup, ben, l'injection de secours s'est mis en route pour maintenir un niveau d'eau, suffisant dans le circuit primaire mais bon, il y avait du coup, ça a quand même créé une brèche puisque la soupape était ouverte. Sauf que le problème, c'est que, l'eau du circuit continue à s'échapper par cette brèche et les opérateurs, ils pensaient qu'il y avait pas de brèche. Donc ils voient le pressuriseur rempli d'eau, ils se disent: «Ah bah, si le pressuriseur est rempli d'eau, ça veut dire que le circuit primaire est rempli d'eau, donc faut couper l'injection de sécurité» et donc plus d'eau il y a plus d'eau qui rentre dans le circuit primaire, mais il y a de l'eau qui continue à en sortir. Ça fait qu'il se vide, de plus en plus et jusqu'à ce que le cœur se retrouve sans eau, il peut plus être refroidi. Ils avaient aucune information là-dessus en salle de commande. Ça chauffe jusqu'à 5000 degrés et là, c'est l'accident, le cœur entre en fusion, donc fusion partielle du cœur et ça a mené à déclencher une alarme, dans le bâtiment réacteur, puisqu'en fait, elle a détecté un niveau de radioactivité trop élevé par rapport à la normale
Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là que les opérateurs se sont dit: «Ah mais en fait, il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le bâtiment réacteur». Et là, ils se sont rendus compte, en fait, que la vanne était restée ouverte et du coup, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils l'ont fermée et qu'ils ont commencé à rétablir la situation en réinjectant, les circuits de sécurité pour refroidir le cœur. Et donc voilà, ça a duré toute une journée et c'est seulement à 20 heures que la situation s'est stabilisée et que l'accident à proprement dit est terminé. Maintenant, on va voir les différentes conséquences que, cet accident a pu avoir, sur l'installation, la population et l'environnement. Donc tout d'abord sur l'installation, donc il y a 45 du combustible qui a fondu. Ils ont constaté ça 6 ans plus tard dans les inspections. Il y a 20 tonnes de corium qui s'est retrouvé au fond de la cuve. Donc le corium, c'est, quand le combustible fond et donc ça crée un mélange avec un peu tous les éléments, qui sont dans le réacteur, c'est ce qu'on appelle le corium. Et donc c'est un produit qui est hautement radioactif puisqu'il y a plein d'uranium dedans. Voilà, donc 20 tonnes s'est retrouvé au fond de la cuve et heureusement ça c'est resté dans la cuve, ça l'a pas transpercé. Et il a fallu, 14 ans pour nettoyer le site après cet accident. Donc pour nettoyer le site, donc ça a commencé par une, 1re inspection, en 1979, du bâtiment. Ensuite, en 1981, ils ont décontaminé, l'eau qui était restée au fond du bâtiment réacteur. En 1982, ils ont, inspecté la cuve avec une caméra. C'est là qu'ils ont découvert qu'il y a eu, qu'il y a eu un creux, dans le cœur au final. Ils ont pu ouvrir la cuve seulement en juillet 1984 et ils ont fait l'exploration du fond de la cuve avec la mesure, du corium qui a fondu, seulement en février 1985. À ce moment-là, le débit de dose dans le bâtiment réacteur, il est de 30,5 millisieverts par heure. Alors ça va pas trop vous parler si je vous donne le chiffre comme ça, mais il faut savoir que la limite réglementaire pour les travailleurs du nucléaire, c'est 20 millisieverts sur une année glissante. Donc ça veut dire que s'il restait 40 minutes dans le bâtiment réacteur, il pouvait plus travailler pendant 1 an. Ensuite, donc d'octobre 1985 à janvier 1990, ils ont commencé les opérations, d'évacuation des assemblages combustibles dans des conteneurs, étanches et adaptés. Et enfin, entre janvier 1991 et août 93, ils ont, traité les derniers effluents et les derniers résidus. C'est la fin du nettoyage du site et il a été mis en surveillance à long terme. Par rapport aux conséquences sur, l'environnement, donc l'avantage de ce type de réacteur, c'est qu'il dispose d'une enceinte de confinement qui est très résistante et qui a permis de réduire très fortement, les rejets radioactifs dans l'environnement. Il y a eu quelques rejets, des faibles rejets qui proviennent, du puisard. Donc ça, c'est dû à une erreur de conception, en fait. Mais voilà, c'est vrai, ça reste très faible, en fait. Les conséquences sur la population, il y a 200 000 personnes qui, se sont réfugiées dans des caves ou qui ont évacué la zone, pendant l'accident. Mais il y a eu au final, 0 décès. Donc, il y a eu on a constaté une très faible augmentation des cas de cancer, voilà, inférieure à 0,5. Mais, statistiquement, c'est parce qu'il y a eu des grandes campagnes de détection et plus on détecte et forcément plus on trouve de cas. Donc c'est pas lié à l'accident en lui-même, en fait. C'est s'il y a eu une, très faible augmentation des cas de cancer, c'est parce qu'ils en ont beaucoup plus dépisté. Et la dose, reçue par les habitants qui vivent autour de la centrale est de 0,08 millisieverts. Donc pour comparer, la radioactivité naturelle moyenne en France, c'est 4,5 millisieverts par an. Et donc la dose de 0,08 millisieverts, c'est à peu près la dose qu'on prend, par la radioactivité naturelle quand on prend l'avion, quand on fait Paris-New York en avion, à cause des rayonnements du soleil, c'est la dose qu'on reçoit à peu près. Donc les conséquences sur les populations, elles ont vraiment été, négligeables au final. Maintenant, je vais vous présenter, le retour d'expérience, donc toutes les leçons qu'on a pu tirer de l'accident pour empêcher qu'il réapparaisse sur une autre centrale. Donc tout d'abord, c'est par rapport à la conduite, des centrales. Donc les opérateurs en salle de commande, ils doivent disposer, d'informations fiables et représentatives de l'état du cœur sur sa situation réelle, parce qu'on a vu pendant l'accident qu'ils avaient aucune idée de ce qui se passait dans le réacteur. Et aussi les documents de conduite ont été améliorés
pour, mieux gérer les incidents et les accidents. Par rapport à la formation des opérateurs aussi, elle a été, vraiment, renforcée. Donc avec une formation initiale et des recyclages périodiques et aussi des essais sur simulateur. Donc là, je vous ai mis une photo, d'un simulateur. Donc en fait, ça représente exactement, une salle de commande de centrale nucléaire. C'est exactement la même chose et dessus, on peut créer des simulations d'accidents pour, apprendre à les gérer. Il y a aussi une nouvelle approche de sûreté qui a été mise en place. Donc, tout d'abord, c'est l'humain qui est placé au cœur de la sûreté en plus du matériel, alors qu'avant l'accident, on se reposait beaucoup sur la capacité des matériels à assurer les fonctions de sûreté, mais on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Il faut que c'est en fait, c'est à l'humain de prendre les décisions et c'est à lui de gérer l'accident. On a aussi changé, l'approche, par rapport à l'accident. Donc, avant, on était en approche événementielle. En fait, ça veut dire qu'avant, on regardait ce qui s'était passé. Donc, il s'est passé ça, ça, ça. Donc, pour corriger, on va faire ça, ça, ça. Sauf que ça a montré ses limites, dans cet accident et on est passé à l'approche par état. Donc, l'approche par état, ça veut dire qu'on regarde l'état du cœur à chaque instant et donc on dit: «Le cœur du réacteur est dans cet état, qu'est-ce qu'on fait pour le remettre dans un état normal?» Et donc ça permet de couvrir beaucoup plus de possibilités, en fait. Et dernière chose, c'est qu'il y a maintenant, il y a une analyse, de tous les accidents, incidents, qui se passent pour déterminer leurs causes et mettre en place des solutions adaptées et comme ça permet de les anticiper et tout ça avec une collaboration internationale. Donc on l'a vu notamment avec l'accident de Fukushima. Donc toutes les centrales de France ont pris des mesures, pour éviter qu'on ait un accident comme Fukushima en France. Et enfin, on a vu, l'importance du confinement des matières radioactives, puisque comme il y a eu quasiment, aucun rejet dans l'environnement, on s'est rendu compte que c'était vraiment important d'avoir un bâtiment réacteur, résistant. Donc on a mis aussi en place des doubles enceintes. L'arrêt automatique du puisard en cas de fuite de radioactivité, donc ça, c'était, la seule chose qui avait fait des rejets dans l'environnement, donc ça a été réglé ce problème et aussi, l'amélioration de la surveillance, de la radioactivité sur l'ensemble de l'installation et pas seulement dans le bâtiment réacteur. Donc toutes ces leçons, elles ont, permis de réduire, d'un facteur 10 la probabilité de fusion du cœur, pour les réacteurs à eau pressurisée. Maintenant, on va comparer un peu l'accident de Three Mile Island avec, les accidents de Tchernobyl et Fukushima. Donc déjà, par rapport à la date, c'est, Three Mile Island est arrivé en premier. Ensuite on a eu Tchernobyl et enfin Fukushima le plus récent. Les types de réacteurs, donc c'est 3 réacteurs différents. Donc Three Mile Island, ce sont les mêmes qu'on retrouve en France. Tchernobyl, c'est un réacteur de type RBMK. Donc ça, ce sont des réacteurs, de conception, assez discutables, on va dire, puisqu'ils sont bien plus instables et en plus, ils ont pas d'enceinte de confinement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu autant de rejets à Tchernobyl, c'est parce que les matières radioactives se sont directement retrouvées dans l'environnement, en fait. Et à Fukushima, c'est un réacteur à eau bouillante. Donc la conception est un peu plus similaire à ceux qu'on retrouve en France, mais à la différence qu'ils ont qu'un seul circuit et leur enceinte de confinement est moins résistante, que les réacteurs à eau pressurisée. Donc là, on voit qu'il y a pas, comme sur le schéma que je vous ai montré au début, là, il y a qu'une seule boucle. Donc la cuve, crée directement de la vapeur, en fait. Du coup, dès qu'il y a une brèche n'importe où sur l'installation, bah, il peut y avoir des rejets dans l'environnement. L'accident lui-même, à Three Mile Island, c'était une fusion du cœur. À Tchernobyl et Fukushima, il y a eu en plus, une explosion et un incendie. Pour les causes, Three Mile Island, c'est d'abord une défaillance du matériel et des erreurs humaines. Tchernobyl, c'est purement une erreur humaine qui a été, nettement aggravée par le type de réacteur et Fukushima, c'est, bah, un problème de tsunami et de sous-dimensionnement par rapport à ce risque. Il y a aussi une échelle qui a été mise en place pour classer les accidents nucléaires, c'est ce qu'on appelle l'échelle INES. Donc voilà l'échelle INES. L'accident de Three Mile Island est classé 5 sur 7, donc accident entraînant un risque hors du site. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima, ils ont été classés 7 sur 7, donc accident majeur, c'est, le plus grave qu'on puisse avoir. Au niveau des rejets environnementaux, donc là, on voit bien, la différence qu'il y a entre, les rejets de Three Mile Island et ceux des 2 autres accidents. Donc
On voit que les rejets de 3 Mile Island sont clairement négligeables par rapport à ceux de Tchernobyl ou Fukushima. Et au niveau des décès, donc 3 Mile Island, c'est 0 décès comme je l'ai dit précédemment. Tchernobyl, bon les estimations, sont assez larges, ça va de 35 000 à 150 000 selon les différentes estimations. C'est vraiment difficile de faire des estimations précises, en fait. Et Fukushima, il y en a 0 à l'heure actuelle, mais bon, après, on n'a pas non plus, tout le recul nécessaire, je pense, pour savoir, les conséquences réelles, sur les populations. Parce que l'accident est quand même assez récent. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais pouvoir, répondre à vos questions. Première question, celle de Julien. Le réacteur numéro 2 n'a pas produit d'électricité depuis l'accident. Du coup, non, puisque, bah, après l'accident, le site a été classé, enfin a été, nettoyé et a été classé, sous surveillance et impossible de reprendre la production d'électricité puisque en fait, la cuve était détruite. Pierre, pas d'automatisme plus prioritaire que les commandes manu pour les essais prévus pour ce type de cas? J'avoue que là, bah, du coup, oui, il y a eu des automatismes, dans le sens où il y a les systèmes de sécurité qui se sont déclenchés. Donc, les commandes de grappe qui se sont introduits dans le cœur et la pompe d'alimentation de secours des générateurs de vapeur qui s'est déclenchée. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a eu la vanne qui est restée fermée et qui a empêché, du coup, les automatismes de fonctionner correctement. Alors, la technologie de Three Mile Island aurait-elle permis que l'accident de Fukushima soit moins grave? Est-ce qu'elle aurait permis que l'accident soit moins grave? Je pense que, bah, après le problème de Fu oui, ça aurait été un peu moins grave dans le sens où, en fait, le problème de Fukushima, c'est que, la conception du réacteur a fait que, il y a eu, beaucoup de rejets environnementaux. Mais, après en soi, vu que c'était un problème de tsunami qui a inondé, les alimentations électriques de la centrale, ça aurait, enfin ça aurait été un peu moins grave, mais ça aurait quand même été grave, quoi. Parce qu'en fait, comme ils ont mis une centrale nucléaire à côté d'un endroit où il y a un risque quand même élevé de tsunami, l'accident aurait quand même été grave, mais peut-être pas autant. Alors Emeline qui demande: «On entendra parler des autres accidents que si explosion ou incendie?» Donc par rapport aux futurs accidents, je suppose? Bah, en fait, chaque accident à partir du moment, même incident à partir du moment où il est classé niveau 1 sur l'échelle INES, c'est réglementairement, ça on est obligé de le déclarer. Donc c'est vous en entendrez parler, forcément. Julien qui demande: «On ne peut qu'être d'accord que pour avoir un voyant donnant l'ordre et non la position, c'est une erreur de câblage qui n'a pas été détectée avant la mise en service». En fait, je pense que c'est une erreur de conception, en fait, à mon avis. Après, j'aurais pas plus, d'éléments de réponse à apporter. Mais ouais, je pense que c'est au moment de la conception, ils ont fait des erreurs. Ils ont peut-être pas forcément pensé au fait qu'il fallait, mettre l'état réel de la vanne et pas, l'ordre transmis. Bah, écoutez, merci à tous de m'avoir écouté et puis merci aussi pour vos questions. J'ai bien aimé présenter ce meet-up et ouais, je pense que c'était un sujet intéressant donc voilà, merci à vous pour votre attention.